Ok, vous devriez voir les slides. Un petit instant. Je vais me présenter dans ma présentation, ça va venir rapidement. Je voulais commencer par remercier vivement les organisatrices et les organisateurs de Cloud Nord de me permettre de faire cette présentation, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important. Il y a un certain nombre de bonnes raisons de vouloir mesurer la consommation d'énergie de vos services. Vous avez sûrement la vôtre, et il y a plein de bonnes raisons. Mais pour commencer, je vais vous parler de ma bonne raison à moi. Et je vous expliquerai rapidement pourquoi, à mon sens, vous devriez aussi vous en soucier. Alors, vous avez toutes et tous entendu parler du réchauffement climatique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies? D'après Météo France, 2020, ça a été l'année la plus chaude jamais mesurée en Europe. Et toujours d'après Météo France, si on continue sur la même trajectoire, en 2070, on pourrait faire régulièrement 50 degrés en France. Donc je dis bien régulièrement, pas une fois tous les 3 ans, régulièrement. Et bien sûr, le réchauffement, c'est pas qu'une question de température, c'est aussi une question de réaction en chaîne, parce que ce réchauffement, il a des impacts sur notamment le cycle de l'eau. On voit déjà les conséquences de ça avec les inondations en Allemagne qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, ou dans le sud de la France. On peut aussi s'attendre à une élévation du niveau des mers et dire adieu à certaines de nos villes côtières. Donc ça, personnellement, pour les vacances, ça m'embête un peu. Et ensuite, il y a aussi des tensions à prévoir sur la production agricole, donc ce qu'on va manger. Et encore, là, c'est un point de vue très restreint et très franco-français, parce que vous vous doutez bien que les conséquences, en fait, elles sont mondiales et qu'elles sont même bien plus violentes. Elles pourront être bien plus violentes dans d'autres pays. Or, qu'est-ce qui se passe quand ça devient dangereux de vivre quelque part ou fortement désagréable? Les gens s'en vont, donc il faut aussi s'attendre à des mouvements de population importants. Et tout ça, c'est documenté, je vais m'arrêter là, je vous laisserai creuser le sujet. Je peux évidemment vous transmettre des références après dans les discussions, mais il y a plein de sites qui référencent ça très bien, notamment il y a un blog qui s'appelle bonpod.com qui vulgarise très bien ces sujets-là, et qui l'expliquera bien mieux que ce que je pourrais le faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà un mème qui, moi, au départ, m'a pas fait tant rire que ça, mais qui reflète bien mon état d'esprit au moment où j'ai commencé à me documenter vraiment sérieusement sur la question. Alors, on voit Bart Simpson qui s'inquiète de la situation et qui se dit c'est l'année la plus chaude de ma vie. Et là, il y a Homer qui vient mettre les pieds dans le plat, tout sourire, et qui lui dit « c'est l'année la plus chaude de ta vie jusque-là ». Mais une fois le coup de flip passé, vient l'action. Donc moi, quand je mets les choses en perspective, je me dis c'est pas en se tournant les pouces que ça va s'améliorer. Donc la question, c'est si on souhaite éviter les conséquences dont on a parlé juste avant, qu'est-ce qu'on fait? Notamment en tant qu'individu, mais en particulier en tant qu'informaticien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler, le réchauffement climatique, c'est en grande majorité dû à des émissions de gaz à effet de serre trop importantes. Les gaz à effet de serre, ça va être le CO2, dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Le CO2, c'est celui qui est présent en plus grande quantité dans l'atmosphère. Alors, c'est indispensable à la vie, le CO2. Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est qu'il soit présent en si grande quantité que l'écosystème du vivant sur Terre ne soit pas capable de le réguler. J'entends par réguler le fait que l'écosystème du vivant peut en absorber une certaine quantité, mais si on émet beaucoup plus que ce qui peut être absorbé, c'est là où on a un décalage, et c'est ce décalage qui crée le réchauffement, ou qui y contribue fortement en tout cas. Donc sur ce graphique, vous avez la concentration en CO2 dans l'atmosphère depuis 5000 ans, mesurée en parties par million. Si vous êtes perdu sur ce graphique à grande échelle, nous on est tout à droite. Et donc vous voyez la grosse anomalie avec une multiplication quasiment par 2 de la concentration de CO2, c'est nous. Le début du mur, c'est à peu près la première révolution industrielle. Et ce qu'il faut voir, c'est que la concentration actuelle en CO2 dans l'atmosphère, c'est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. 2 millions d'années. Et celle du méthane CH4 et du protoxyde d'azote N2O, c'est aussi les plus élevés, cette fois, depuis
au moins 800 000 ans. Donc tout ça, c'est très bien expliqué dans le dernier rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et leur dernier rapport, il est sorti à peu près en même temps que le transfert de Messi au PSG. C'est pour ça que vous n'en avez pas entendu parler. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a vraiment notre avenir entre les mains. En fait, rejeter la faute sur d'autres, ça mènera à rien. Et il faut un changement commun à tous les secteurs de l'économie pour qu'on s'en sorte. Donc ça tombe très bien parce qu'au final, on sait ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière à retrouver une situation d'équilibre entre les émissions et l'absorption de ces gaz à effet de serre par l'écosystème du vivant. Et ce niveau d'émission, ce niveau d'équilibre, on va dire, on l'appelle couramment la neutralité carbone globale. Et j'insiste sur le global parce que vous pouvez d'ores et déjà oublier les promesses des entreprises qui annoncent être neutres en carbone à elles toutes seules à horizon 2030-2040, peu importe la date, c'est pas comme ça que ça marche. Cette neutralité carbone globale, il faut maintenant l'atteindre en 2040 pour rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement pour la fin du siècle. Donc parlons maintenant d'informatique, puisqu'on est quand même ici pour ça. Quel est le rôle du numérique dans ces émissions? La part du numérique dans ces émissions, elle est estimée à environ 4% en 2020, donc 4% des émissions mondiales. Ce qui peut paraître peu dit comme ça, mais c'est à peu près équivalent aux émissions de l'aviation civile, donc c'est quand même pas négligeable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est-à-dire que toujours si on ne fait rien, on projette, on imagine que cette part, elle pourrait atteindre 8% en 2025. Donc 2025, c'est après-demain, clairement. Ça va très très vite, et 8%, c'est à peu près équivalent aux émissions du parc automobile mondial. Donc on est aussi sur quelque chose d'assez conséquent. Donc on voit qu'on n'est pas du tout en phase avec les objectifs dont on parlait juste avant. Il faut réduire drastiquement, et le numérique prend la trajectoire quasi inverse. Donc c'est de ça qu'il faut s'occuper. Alors après cette introduction un peu longue mais nécessaire, on va parler de services numériques. Et je me présente rapidement avant de commencer. Donc, je m'appelle Benoît Petit, je suis un OPS ou ingénieur système réseau. En tout cas, je l'étais jusqu'à ce que je décide finalement de réorienter mon activité professionnelle en accord avec la problématique dont je suis en train de vous parler. Donc, j'ai créé Hublot, qui est une entreprise qui vise à aider les autres entreprises à mesurer, comprendre et réduire l'impact de leurs services numériques sur le climat. Je suis également membre de Boavista, qui est une association d'entreprises et de freelance, de professionnels du numérique, qui collaborent pour proposer des méthodes et des données ouvertes pour la mesure d'impact des services IT sur l'environnement. Et enfin, je suis formateur pour The Green Companion, qui est une offre de formation en ligne sur le numérique responsable. Alors, le programme de cette présentation, rapidement, on va juste zoomer un peu sur l'impact de l'IT pour comprendre un peu mieux de quoi on parle. Dans un second temps, on va poser les cadres méthodologiques qui existent pour mesurer cet impact, histoire d'avoir des bonnes bases pour ne pas oublier trop d'éléments quand on fait une mesure, pour comprendre ce qu'on est en train de mesurer, avoir le même langage que les autres personnes qui sont en train de mesurer leur impact, pour pouvoir se comprendre et collaborer. Et enfin, on va parler de remonter les métriques de consommation d'énergie dans vos dashboards de monitoring avec Scaphandre. Alors, en ce qui concerne le numérique, qu'est-ce qui compose ces émissions? Le numérique, c'est vaste. Donc, d'où ça vient? Dans ce tableau, vous avez... j'ai passé une slide en trop. Voilà. Dans ce tableau, vous avez une estimation de la part des émissions du numérique par secteur. Donc, les secteurs qui ont été considérés, c'est utilisateurs, réseau, data center. On voit que ce sont les équipements utilisateurs qui représentent la plus grosse part, 63% dans cette estimation. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en tant qu'individu et en tant que professionnel de l'informatique, le premier levier qu'on a, c'est de garder ses smartphones, ses écrans, ses laptops, ses équipements tech en tout genre le plus longtemps possible, de les réparer ou de les faire réparer, de réutiliser des équipements de seconde main et de transmettre les équipements qu'on n'utilise plus à des personnes qui vont s'en servir. Bref, allonger la durée de vie des équipements au maximum. C'est vraiment le premier levier qu'on a et qui est vraiment un levier fort. Sachant que la plus grosse part de l'impact de ces équipements, c'est leur fabrication.
on peut dire que le meilleur équipement, finalement, c'est celui qu'on n'a pas fait fabriquer. Ensuite, vous voyez que, alors là, vous ne le voyez pas encore, mais vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, quand on a le tableau complet, qu'on n'a pas que les émissions de gaz à effet de serre. En fait, le numérique, ça a un impact sur plusieurs autres sujets, notamment la consommation d'énergie au sens large. On fera le distinguo entre énergie primaire et énergie finale après. La consommation d'eau, la consommation de ressources minières, etc. Et puis tout un tas d'autres impacts qui ne sont pas présentés ici. Donc la présentation aujourd'hui, elle sera plus axée sur les gaz à effet de serre et le climat, en passant par le prisme de la consommation d'énergie. Et c'est déjà un morceau conséquent, donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas tout traiter d'un coup, mais gardez bien en tête que l'impact, en fait, il est important sur plusieurs plans, et même très important sur plusieurs plans. D'ailleurs, sur certains sujets, c'est très dur d'avoir des données. On estime par exemple que seul 1/3 des data centers publient leur consommation d'eau. Et donc en fait, sur cet exemple-là, on n'a pas connaissance de l'impact total réel sur le sujet aujourd'hui. Donc une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser que l'impact des réseaux et des data centers, donc de l'infrastructure, c'est négligeable. Ici, on a une comparaison entre le nombre de smartphones vendus dans le monde par an et le nombre de serveurs informatiques installés par an. Donc c'est des approximations, mais on est à 1,5 milliard de smartphones vendus dans le monde par an versus 20 millions environ de serveurs installés. Donc on peut dire qu'on est sur des échelles complètement différentes. Et pourtant, l'impact cumulé des réseaux et des data centers, additionné à partir des données du tableau précédent, c'est quand même 56% de l'électricité consommée par le numérique, 37% des gaz à effet de serre émis par le numérique et 40% d'énergie primaire consommée par le numérique. Il y a également un rapport de l'ADEME publié en 2021 qui annonçait le chiffre de 57% des gaz à effet de serre attribués aux infrastructures et pas seulement 37%. Donc qui a raison entre le 57 et le 37, j'en sais rien. Comme souvent, la vérité se situe certainement à peu près entre les deux. Mais donc, la morale de ça, c'est qu'on a, quand on voit à la fois les ordres de grandeur en termes de volume et l'impact, on voit qu'en tant que professionnel du numérique, on a aussi un rôle à jouer sur la manière dont nos services numériques sont conçus et pilotés. Donc on a compris qu'on avait un rôle à jouer vis-à-vis des services numériques qu'on fabrique, mais comment on peut faire pour faire mieux, pour faire plus sobre et plus responsable? On va commencer par parcourir quelques notions de base pour estimer et comprendre l'impact d'un service numérique. D'abord sur la manière dont on comptabilise les émissions de CO2. On considère habituellement 3 périmètres d'émissions ou 3 scopes. Et ça, que ce soit en IT ou dans d'autres secteurs, c'est une méthode générique. On a le premier scope, le premier périmètre, qui sont les émissions directes. Qu'est-ce que c'est une émission directe? C'est les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'énergie fossile. Donc, des exemples très simples, ça va être je monte dans ma voiture, je mets le contact, je vais brûler de l'essence, donc de mon pot d'échappement vont s'échapper des gaz à effet de serre. C'est une émission, c'est local, c'est moi qui fais une action qui va directement émettre des gaz à effet de serre, ça rentre dans les émissions directes. Pareil si je prends l'avion. Donc voilà, ça c'est une notion assez simple à voir. Le deuxième périmètre, le scope 2, ça va être les émissions indirectes. Indirectes pourquoi? Parce que ça va principalement traiter de la consommation d'énergie finale. Donc qu'est-ce qu'une énergie finale? L'électricité est une énergie finale. Pourquoi? Parce que vous doutez bien qu'on ne collecte pas l'électricité à l'état naturel, on ne va pas capter les éclairs pendant les orages. On fabrique cette électricité à partir d'une autre source d'énergie. Donc ces sources d'énergie qu'on va dire primaires, il y en a plusieurs. Ça peut être le charbon, le gaz, les éléments radioactifs, le vent, le soleil. Mais en tout cas, à la fin, mon ordinateur qui est en train de fonctionner, il est branché au secteur, il consomme de l'électricité, lui-même n'émet pas de gaz à effet de serre, mais il y a quelque chose en bout de chaîne qui me permet d'avoir cette électricité qui émet des gaz à effet de serre, donc c'est indirect, ça rentre dans le scope 2. Ensuite, le scope 3, le troisième périmètre, c'est les autres émissions, donc ça peut comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, pour rester sur l'exemple de mon ordinateur, il a été fabriqué un jour, et cette fabrication, c'est un ensemble de processus, d'extraction de matière, d'assemblage, de transport, etc. Et tout ça, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, ça rentre dans le scope 3. Mais également, si je suis une entreprise, je vais travailler avec des partenaires, des fournisseurs, des prestataires, d'autres entreprises. Je vais leur demander des biens et des services.
Et donc, la part de l'activité de ces entreprises qui est associée à mes demandes, ça va rentrer dans mon scope 3 également. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le scope 3, c'est malheureusement souvent celui qui est oublié par les entreprises qui publient leur empreinte carbone. C'est parfois le scope le plus important des trois, donc en termes d'émissions, donc c'est d'autant plus dommage de l'oublier. On pourrait se dire que c'est pratique de mettre une partie majoritaire de son bilan carbone sous le tapis, et vous aurez peut-être raison, mais ce n'est pas la seule explication. L'autre explication, c'est quand même que le scope 3, c'est souvent le plus difficile à calculer, notamment parce qu'il comprend l'empreinte liée à l'utilisation, par exemple, des logiciels que je vais produire chez mes clients. Imaginons que je suis un éditeur de logiciels, j'ai quelques dizaines de milliers de clients et je publie un logiciel qui doit être installé sur ces PC, enfin sur les PC de mes clients. Dans mon scope 3, il faut que je compte la part de l'empreinte associée aux équipements de mes clients qui vont utiliser mon logiciel. Donc vous imaginez la complexité potentielle de cette estimation. Ça explique aussi pourquoi le scope 3, c'est un vrai sujet. Alors, en se basant sur cette classification, on va zoomer un peu sur les services numériques. On va voir ce qui fait les émissions d'un data center. Donc, on a le scope 1, les émissions directes, dont on parlait tout à l'heure. Comme on l'a dit, en IT, c'est peut-être pas le scope où on va avoir le plus de choses à faire, sauf si on est justement gérant d'un data center. Un exemple, ça peut être, par exemple, sur le schéma ici, vous avez ce qui est marqué le fuel tank, donc un réservoir de fuel. C'est un réservoir d'essence finalement qui est utilisé quand, malgré le fait qu'il y ait plusieurs arrivées EDF dans le data center, on a une coupure générale d'électricité. Pour maintenir la continuité de service, on va brûler du fuel pour fabriquer de l'électricité localement en attendant que le courant revienne. Donc là, pareil, c'est comme quand je démarre ma voiture. Avec mon moteur thermique, je brûle de l'essence, j'émets des gaz à effet de serre localement, c'est une émission directe. Mais en dehors de ça, et éventuellement des allers-retours en data center, en voiture, disons que la consommation d'essence des voitures des employés qui vont faire des allers-retours en data center, ça pourrait rentrer dans le scope 1 aussi, mais bon, voilà, on a vite fait le tour. Par contre, en ce qui concerne le scope 2, donc là, ça va être assez logiquement tous les équipements qui vont consommer de l'électricité. Donc bien sûr les serveurs, le compute, le stockage, le réseau, mais aussi l'éclairage du bâtiment, les systèmes de refroidissement, etc. Donc là, il y a un gros cadre jaune ici pour tout ce qui est IT et refroidissement, mais potentiellement, ce cadre, il faudrait qu'il soit étendu à d'autres éléments. Grosso modo, tout ce qui est dans le bâtiment et qui consomme de l'électricité, c'est du scope 2. Et ensuite, le scope 3, tout ce qui est lié notamment à la fabrication, comme on l'a dit. Donc en fait, c'est tout ce qui va se trouver dans le data center, tout ce qui est physique et qui se trouve dans le data center. Sur le schéma, en fait, tous ces éléments-là, ils doivent être en bleu aussi parce qu'ils font partie du scope 3, y compris le bâtiment. Et d'ailleurs, le bâtiment, c'est des mètres cubes et des mètres cubes de béton. Et le béton, c'est très émetteur de gaz à effet de serre, notamment à la fabrication. Donc, c'est à prendre en compte. Un élément important pour obtenir l'empreinte réelle d'un service numérique sur l'environnement, c'est de regarder tout son cycle de vie. Et ce qui va comprendre l'extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des équipements, la fabrication des équipements, le développement de l'application ou du service, le transport, la distribution des équipements, l'utilisation du service, le décommissionnement, la fin de vie, le recyclage éventuel, bref, tout le cycle de vie, comme son nom l'indique. Et justement, il y a une méthode qui donne un cadre à ce type d'analyse et qui s'appelle tout simplement analyse du cycle de vie, ou ACV. Et le cadre de cette méthode, il est donné par les normes ISO 14040 et 14044, si vous voulez aller voir pour référence. Et donc, un point important de cette méthode, c'est qu'en plus de voir tout le cycle de vie, elle est multicritère. Ce qui veut dire qu'on ne va pas regarder que les émissions de CO2. On a mentionné tout à l'heure que le numérique, ça avait de multiples impacts, notamment sur les ressources minières, l'eau, etc. Et donc, en fait, avoir une vue sur tous ces sujets, c'est la meilleure chose à faire parce que ça permet d'éviter des transferts de pollution. Parce qu'en fait, en voulant améliorer les choses sur un critère, on pourrait les empirer sur un autre critère. Donc l'ACV permet de se prémunir de ces effets de bord. Donc on va revenir sur de la comptabilité carbone, on l'a dit, voilà, j'ai fait la parenthèse ACV parce que gardez en tête que c'est peut-être l'idéal à atteindre, même si ce n'est pas toujours le plus simple à mettre en place. Mais donc revenons sur de la comptabilité carbone et faisons le lien avec la consommation d'énergie. Donc on l'a dit, le scope 1 en termes de sources de données qui vont être intéressantes pour faire notre
étude d'empreinte sur le climat. Le scope 1 ne va pas y avoir grand-chose, on l'a dit, éventuellement la facture du fournisseur de fuel, les relevés kilométriques des allers-retours en data center. Mais encore, ça va être valable que si on remplit soi-même ses baies en data center, voilà, dans certains contextes, mais pas dans tous. Par contre, le scope 2, ça va certainement être celui sur lequel on peut obtenir des métriques le plus facilement, puisque c'est principalement lié à la consommation d'énergie finale, et la consommation d'électricité, ça a le bon goût de se mesurer. Donc quand on est en data center et qu'on remplit soi-même ses baies, ou bien qu'on paie un certain niveau de service au gérant du data center, on peut avoir ce qu'on va appeler des PDU intelligents. Donc un PDU, c'est Power Distribution Unit, c'est concrètement les bandeaux de prise électriques qui sont à l'arrière des baies, sur lesquels les serveurs sont branchés. Et donc PDU, pourquoi intelligent? Parce que s'ils le sont suffisamment, ils peuvent vous permettre de relever la consommation d'énergie des serveurs prise par prise, manuellement pour les plus basiques avec un petit écran, jusqu'à... alors il y en a qui vont vous permettre de relever cette consommation en SNMP, qui est un protocole de monitoring, mais il y en a d'autres qui sont entre guillemets encore plus intelligents, qui vous permettent d'avoir une API HTTP pour récupérer ces métriques automatiquement. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est précis. L'inconvénient, c'est que ça vous donne la consommation d'un serveur, mais ça ne vous donne pas le détail de ce qui tourne sur ce serveur et le détail de qu'est-ce qui consomme le plus sur ce serveur. Donc si vous voulez analyser ce qui se passe et trouver des leviers d'amélioration, c'est pas très très fin, vous n'allez pas forcément pouvoir le faire. L'autre inconvénient, c'est que même si votre PDU est intelligent, il va falloir au minimum que vous fassiez le travail pour remonter les métriques proprement dans vos outils de monitoring et d'analyse. Donc à minimum, écrire un script qui va aller récupérer les infos qui vous intéressent et les insérer dans une base de données. Voilà, donc il y a un peu de travail à faire de soi-même. Et donc l'autre option, à la mesure physique par un équipement, c'est la mesure logicielle. Donc qu'est-ce que c'est la mesure logicielle? C'est soit vous installez un agent logiciel sur la machine que vous voulez surveiller. Donc cet agent va mesurer et vous remonter les métriques. Soit vous installez un outil externe aux machines qui va estimer cette consommation en se basant sur un certain nombre de paramètres, de bases de connaissances sur le type de matériel que vous utilisez et un certain nombre d'informations. L'avantage de ça, de la mesure logicielle au sens large, c'est que c'est peu coûteux par rapport à... Alors, tout dépend, sauf si vous avez des frais de licence exorbitants, mais a priori, vu ce qui existe sur le marché, c'est a priori quand même peu coûteux par rapport à installer des PDU intelligents. Vous n'avez pas besoin de matériel nécessaire, hormis peut-être une machine virtuelle pour héberger votre solution si elle a besoin d'un peu de ressources IT. C'est souple, c'est flexible, et ça peut s'intégrer dans vos outils existants simplement. L'inconvénient, c'est que selon les méthodes de mesure ou d'estimation, ça peut être plus ou moins précis. Donc, les 4 solutions que j'ai mises sur le schéma sont des solutions open source. On va parler de celle-ci, de celle-là aussi. Juste pour évoquer, parce que j'y reviens pas après, Code Carbon, c'est une solution qui est intéressante si vous avez des usages machine learning ou data, parce que ça vous permet de mesurer la consommation d'énergie pour une portion de code Python donnée, la consommation d'énergie des GPU, et ça vous fait une estimation des gaz à effet de serre associés. Et Power API, c'est un logiciel qui est développé par l'INRIA et qui permet de relever la consommation d'énergie des serveurs également. Et donc, enfin, ça c'était pour le scope 2, et on va y revenir, on va parler que de scope 2 ensuite, mais une dernière parenthèse sur le scope 3. On l'a dit, le scope 3, c'est plutôt lié à la fabrication et à l'acheminement du matériel, etc. Donc, le premier type de données dans lesquelles vous allez être certainement intéressé, ça va être les données constructeurs, parce que les constructeurs, en tout cas Dell HP, couramment publient des rapports d'impact produit qui vont parler exclusivement de CO2, mais que vous pouvez récupérer sur leur site web. Parfois, vous allez trouver des ACV, donc on revient à l'ACV, des analyses plus complètes, mais clairement, c'est plutôt l'exception que la règle. En tout cas, ces données-là, elles sont intéressantes, mais le problème, c'est d'une part, c'est bien aussi d'avoir plusieurs sons de cloche sur les données, mais aussi, ces données-là, elles sont réparties sur les sites web des différents constructeurs, c'est des PDF à récupérer, c'est pas forcément normalisé, donc vous n'avez pas, par défaut,
un seul endroit où vous allez pouvoir récupérer les données qui vous intéressent pour faire votre analyse et votre estimation, en piochant juste les équipements qui vous concernent. Et donc justement, c'est un des travaux qu'on mène chez Boavista, c'est d'agréger ces données-là et de les rendre accessibles facilement, de les rendre exploitables. Aujourd'hui, donc on a sorti un référentiel de données qui est en fait concrètement un gros CSV dans un dépôt GitHub, mais qui fait quand même plus de 1200 entrées, donc vous avez quand même 1200 références de serveurs, ordinateurs, écrans de mémoire, qui vous permettent d'estimer votre impact Scope 3. Donc voilà, je pense que vous aurez les slides à la fin, en cliquant sur ce lien-là, vous atterrirez sur le bon projet GitHub. Pardon. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Mais un autre type de données qui peuvent être intéressantes pour calculer votre impact sur le Scope 3, ça peut être, on l'a dit, quand on est éditeur de logiciels ou d'une solution SaaS par exemple, ou d'une solution web, on va vouloir intégrer dans son Scope 3 la part d'impact associée aux équipements de mes clients quand ils consomment mon service. Et donc pour avoir ce type d'infos, pour savoir à peu près combien j'ai d'utilisateurs, quelle est la part parmi ces utilisateurs de personnes qui utilisent un smartphone pour consommer utilisent un iPhone pour consommer mon service, quelle est la part d'utilisateurs qui utilisent plutôt des PC de telle génération avec telle configuration, en tout cas a priori. Ça, c'est des données nécessaires pour faire une estimation qui soit la moins approximative possible. Et donc ces données-là, vous allez par exemple pouvoir les récupérer dans vos logs de connexion, les browser agents, ce genre de choses. Et donc tous les outils de gestion de logs, la suite élastique, Greylog, Loki, vos propres scripts en interne pour aller parser les access logs et récupérer un certain nombre de statistiques, Matomo ou autres solutions d'analytics, c'est des outils également qui vont vous être utiles pour mesurer l'impact Scope 3. Donc parlons maintenant de consommation d'énergie dans vos dashboards de monitoring. On va aussi voir pourquoi la consommation d'énergie, c'est un sujet intéressant, en plus de vous permettre de mesurer l'impact carbone Scope 2. Et bien sûr, on va parler de scaphandre et de la manière dont vous pourriez l'utiliser. Donc oui, j'ai remis Scope 2 ici, parce qu'on ne parle bien que de Scope 2, et gardez en tête que c'est une partie de l'impact, mais en tout cas, c'est le sujet de cette présentation. Alors, quelques ordres de grandeur pour se repérer sur l'énergie, en ce qui concerne la consommation d'énergie des data centers. Alors, c'est des chiffres qui tournent autour de 2020, j'ai mis les différentes sources en dessous. C'est à prendre avec des pincettes, c'est les ordres de grandeur qui sont intéressants, les valeurs, il ne faut pas les prendre telles quelles. La consommation d'électricité française, tout secteur confondu, c'est approximativement 480 TWh par an, en tout cas autour de 2020. Le numérique mondial, ce serait environ 1400 TWh par an. Alors, il y a d'autres études qui disent entre 1200 et 1800, voilà, c'est une fourchette. Et en ce qui concerne les data centers, ça serait entre 200 et 800 TWh. Alors là, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, parce qu'on est quand même sur un écart de x4. Pourquoi on a de tels écarts dans les estimations? En fait, parce que c'est les estimations qu'on a aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est des agrégats d'estimation qui elles-mêmes sont des agrégats de jeux de données provenant de sources et qui ont qui sont plus ou moins datés. Voilà, donc c'est comment on fait pour avoir une vue plus précise sur le sujet? C'est justement pour ça que Hublot et Scaphandre existent. L'idée, c'est de contribuer à un écosystème d'outils open source qui nous permettront d'aller plus vers de la mesure réelle, de la mesure à la source, pour consolider ces infos-là et croiser tout ça et avoir une idée plus précise de ces sujets-là. Donc c'est aussi un des enjeux. En tout cas, donc pour revenir à combien consomment les data centers dans le monde entre 200 et 800 TWh, en tout cas, même les études qui partent des hypothèses basses et qui parlent d'une consommation en 2020 autour de 200 TWh, elles semblent s'accorder sur le fait de dire que en fait, cette consommation elle va exploser d'ici à 2030. Exploser, ça veut dire quoi? Alors, si on prend l'exemple de cette étude-là qui vient de Andrae, qui est un chercheur qui travaille sur le sujet, cette projection-là de 2020 à 2030, elle dit que la consommation, elle pourrait être multipliée par 3 d'ici à 2030 par rapport à aujourd'hui. Alors, bon, ça date de 2020, donc on a peut-être un peu de retard.
Mais pourquoi on aurait une explosion de la consommation? Il y a plusieurs hypothèses. Parmi les hypothèses, on retrouve la fin de la loi de Moore, qui voulait qu'on ait des machines plus performantes tous les ans, le corollaire étant qu'on avait des machines qui étaient de moins en moins énergivores de génération en génération. Ça, a priori, c'est plutôt sur la fin. Et plus globalement, on dirait qu'il y a un essoufflement d'un certain nombre d'axes d'optimisation de la consommation dans les data centers dont on bénéficiait jusque-là. Il y a notamment des études qui montrent que la moyenne des PUE dans le monde semble atteindre un plateau. Le PUE moyen s'améliorait avec les années, et a priori, c'est plutôt sur la fin également. Donc bref, on n'est pas en phase avec les objectifs de sobriété parce que les optimisations s'essoufflent et les usages continuent d'exploser. Donc forcément, à la fin, ça risque de donner ce qu'il y a sur le schéma. On va revenir sur le PUE juste là. Alors, il faut quand même rappeler, pour comprendre aussi un peu les chiffres, que l'apport d'électricité dans un data center, ce n'est pas un sujet simple. D'abord parce que on peut pas, enfin, on a de la perte au niveau de la création de l'électricité. On ne peut pas retransmettre 100% de l'énergie primaire qu'on a consommée au départ. C'est pas un processus parfait. On perd même beaucoup d'énergie. Ensuite, sur le réseau de transport d'électricité, on perd aussi un peu d'énergie. Dans le data center, il y a un certain nombre de choses qui vont consommer de l'énergie, même si ça ne sert pas directement au service numérique. Enfin, ça reste indispensable, mais ça ne sert pas au service numérique. Ça va être le refroidissement des salles, l'éclairage, le refroidissement des machines, jusqu'au bloc d'alimentation du serveur qui ne va pas retransmettre 100% de l'énergie qu'il récupère. Et donc, on a une métrique qui nous permet d'estimer au moins l'excédent d'énergie consommée au niveau du data center. C'est le PUE. Et donc, un PUE de 1.0, ça signifie que 100% de l'énergie qui parvient au data center sert au service numérique. C'est le cas idéal qui, a priori, n'existe pas. Dans les faits, le PUE moyen en France, alors ça date de 2016, c'était 1.8. Ça s'est certainement bien amélioré depuis. Mais en tout cas, si on prend l'exemple d'un PUE à 1.8, ça veut dire que en plus de l'énergie consommée par les services numériques, il faut 80% d'énergie supplémentaire pour faire fonctionner le data center et tous les éléments qu'on a cités. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que si on réduit la consommation d'énergie sur la droite du schéma, en fait, ce n'est pas simplement la différence au niveau des serveurs entre avant et après l'optimisation qu'on va économiser, mais c'est cette différence plus l'excédent qui a été perdu en chemin. Et donc, en fait, on se retrouve assez rapidement sur un facteur 10 entre ce qu'on a économisé localement et en fait ce qu'on a réellement économisé. Donc, c'est capital de mesurer notre consommation d'énergie pour pouvoir la réduire, mais aussi de remonter cette consommation en aval. Parce que une des raisons pour lesquelles ça ne bouge pas beaucoup encore sur le sujet pour le moment, c'est aussi parce que c'est des sujets très opaques pour nous, pour les entreprises avec qui on travaille. L'IT, c'est un monde d'intermédiaires. Pour nos clients. Voilà. Donc, la transparence sur ce sujet-là permettra de changer les us et coutumes, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a cette information, s'en servir pour soi-même, pour réduire sa consommation, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de aussi jouer la transparence et de permettre aux entités qui dépendent de nous de faire pareil. Alors, c'est pour cette raison que j'ai démarré dans le cadre d'Hublot le projet Scaphandre. Donc, Scaphandre, c'est un agent de monitoring de la consommation d'énergie finale des serveurs, de la consommation d'électricité, et des services qui tournent dessus. Alors, c'est un projet open source, sous licence Apache 2, et donc, il vous permettra de remonter les métriques de consommation d'énergie, de les croiser avec vos métriques habituelles, dans des dashboards de monitoring qui seront certainement beaucoup plus jolis que celui qui est sur la slide, qui est un peu basique. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous permettre d'identifier des leviers de réduction de votre consommation, et de la consommation de vos infrastructures. Donc, je vais vous faire une rapide démo. Hop. Donc ça, c'est un dashboard de monitoring d'exemple qui permet de montrer quel type de métriques on peut remonter grâce à Scaphandre. Donc vous avez ici la consommation de puissance de la machine en continu. Vous avez ici un agrégat donc, qui vous donne la consommation d'énergie avec... donc l'idée c'est pour communiquer, on va plutôt communiquer en water parce que c'est la référence pour parler de consommation d'énergie.
Donc il faut cumuler et calculer sur ma fenêtre de temps. Là, je suis sur une fenêtre de temps de 12 heures, mais ça pourrait être autre chose. Donc vous avez reconnu Grafana pour le dashboarding, ça on va y revenir. Et donc on a la consommation de la machine et on a la consommation par service installé sur la machine. Donc j'ai AWX qui est un service de continuous deployment, j'ai justement Grafana, parce que oui, le monitoring et la CD sont sur la même machine, pour être plus sobre. Et ensuite, la consommation des autres services, donc Scaphandre pour vérifier qu'ils ne consomment pas plus que de raison, sinon ça serait dommage. Je sais pas, j'ai Nginx sur la machine, le démon Docker, ça peut être tout et n'importe quoi, des machines virtuelles. En tout cas, l'idée, c'est qu'on a le détail par service. Au final, comment ça marche, c'est qu'on a, je vais prendre un exemple parlant, voilà, en fait, c'est qu'on a, si on zoome, on a la consommation par processus, et c'est en agrégeant les processus qui appartiennent à un même service qu'on a la consommation du service. Donc voilà pour la rapide démo. Je viens de tout péter. Je vais récupérer ma fenêtre. Hop. Ok, vous voyez bien les slides là? A priori. Ah, merci. Merci pour le retour. Donc voilà, rapide démo. Là, sur cette slide-là, l'idée, c'est de vous dire ce que vous pouvez attendre concernant Scaphandre. Alors, il a été développé pour apporter de la transparence sur le sujet de la consommation d'énergie dans l'IT, ça on en a parlé. L'idée, c'est d'apporter une méthode réplicable et vérifiable car open source, de mesurer. Et l'agent est simple à installer et à utiliser. C'est un agent qui est léger, à la fois en termes de ressources IT, mais aussi en termes de maintenance. Et il est extensible, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à vos outils de monitoring existants et pas l'inverse. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune surcharge en termes de travail à fournir pour intégrer ces métriques dans votre monitoring habituel. Alors, si on reprend notre schéma simplifié du data center de tout à l'heure, la mesure de Scaphandre, elle s'insère ici, au niveau du compute. Quand je dis qu'il permet de remonter les métriques dans vos outils, c'est que Scaphandre, c'est pas une base de données de série temporelle, c'est pas un outil fait pour faire des dashboards. En fait, l'idée, c'est qu'on laisse ça aux outils et aux gens dont c'est la spécialité. Un exemple d'assemblage possible, donc, c'est Scaphandre sur la machine pour monitorer les métriques de consommation d'énergie et les remonter dans le format qui nous intéresse. Prometheus comme base de données de série temporelle pour stocker et analyser les données, et Grafana pour visualiser les données, faire des dashboards. L'exemple que je vous ai montré juste avant, c'est un exemple typique de cette stack. Alors en fait, quand je parle de cette stack, mais en fait, il y a plusieurs options possibles, parce que Scaphandre, il est formé il est architecturé comme ça, il y a deux types de composants principaux. On a les senseurs et les exporteurs. Donc les senseurs ici, les senseurs, en fait, ils permettent de collecter les données de consommation d'énergie de plusieurs sources différentes. Aujourd'hui, on a un senseur fonctionnel, mais il y en a d'autres qui sont en projet. Et les seconds, les exporteurs, ils sont censés envoyer vers un outil de monitoring particulier vos données de consommation ou dans un format particulier. Donc aujourd'hui, on a évoqué, il y a l'exporteur Prometheus, mais il y en a un pour Riemann, un autre pour Warp 10, qui est une autre TSDB, et puis il y en a d'autres, et d'autres à venir. On va faire un rapide passage sur les fonctionnalités. Aujourd'hui, on en est là. On peut mesurer la consommation d'énergie des serveurs physiques avec processeur x86, Intel ou AMD. On peut mesurer la consommation d'énergie des machines virtuelles et la consommation d'énergie des services qui tournent dans les machines virtuelles. Aujourd'hui, pour le moment, que pour un système QEMU-KVM. On n'a pas fait les autres hyperviseurs encore. On a la consommation par processus, on l'a vu tout à l'heure, donc on a la consommation des applications, puisqu'il suffit d'agréger les bons processus entre eux. On a un exporteur pour Prometheus, un pour Riemann. On a des labels spécifiques qui sont appliqués pour les conteneurs Docker et les pods Kubernetes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'installe Scaphandre sur mon cluster Kubernetes sous forme d'un daemon set, donc je vais avoir Scaphandre installé sur chaque nœud du cluster, chaque machine. Il va mesurer la consommation d'énergie de tous les pods présents hébergés par la machine.
Mais en fait, derrière, moi, quand je vais être dans mes dashboards de monitoring et quand je vais vouloir analyser mes données, je vais avoir tout un tas de métriques. Donc, comment je fais pour facilement identifier combien va consommer mon application sur Kubernetes, même s'il y a plein de pods répartis sur plein de machines? Et ben, l'idée, c'est que Scaphandre, il va taguer les métriques que vous allez récupérer avec justement le nom du service, le nom de l'application qui tourne sur Kubernetes, ou si vous êtes dans un Docker Compose, le nom du service Docker Compose, pour vous aider à la fin à facilement filtrer les métriques qui vous intéressent et fabriquer vos dashboards à partir de ça. Donc on l'a dit, on peut installer Scaphandre sur Kubernetes. Donc justement, on a un Helm chart, alors qui n'est pas encore dans les dépôts Helm en ligne. Pour l'instant, c'est un Helm chart local. Il y a les fichiers dans le dépôt du projet. Mais en tout cas, il y a un Helm chart pour vous permettre d'installer facilement Scaphandre sur Kubernetes sous forme d'un daemon set. On a un exporteur pour Warp 10, on a un fichier Docker Compose qui vous permet de tester simplement et rapidement Scaphandre sur vos PC portables. On a un exporteur pour avoir les métriques dans le terminal et un autre pour exporter tout ça dans des fichiers JSON. À quoi s'attendre pour la suite? D'ici fin 2021, on devrait avoir un censeur compatible Windows Server. Pour 2022, il y a un gros sujet sur le cloud public, je vais y revenir juste après. Et après, pour la suite, il y a pas mal de sujets à venir et toute contribution est plus que bienvenue. Il y a les hyperviseurs VMware et les VM VMware, il y a faire fonctionner Scaphandre pour macOS, développer un exporteur pour la suite élastique, faire fonctionner Scaphandre dans un contexte OpenStack, remonter la consommation d'énergie des processeurs ARM. Alors là, il y a un point d'interrogation parce qu'en fonction des générations de processeurs, ça va pas forcément être aussi simple que prévu. Enfin, c'est à l'étude, il va falloir qu'on détermine ce qu'on peut faire et ne pas faire. Alors, sous le capot, quelques mots sur ce qui se cache sous le capot de Scaphandre. Alors, Scaphandre, c'est écrit en Rust, notamment pour que l'agent reste le plus léger possible. Aujourd'hui, c'est la principale source de données qu'on utilise, c'est RAPL. RAPL, c'est Running Average Power Limit. C'est une technologie qui se trouve dans les CPU Intel et AMD et qui vous permet de mesurer la consommation d'énergie. En fait, au départ, RAPL s'est conçu, si je ne m'abuse, pour réguler la consommation d'énergie du processeur de manière à éviter une surchauffe. Et donc, le corollaire de ça, c'est que ça peut aussi tout simplement servir à remonter les métriques. Alors, on va parler un peu de cas d'usage de Scaphandre, juste pour reposer les choses. Si comme je vous disais, un cas très intéressant pour la consommation d'énergie, c'est mesurer les émissions de CO2. Pour le faire, pour mesurer les émissions de CO2 sur le scope 2, il vous faut au moins deux choses. Il vous faut au moins la consommation d'électricité de votre service, à droite. Donc, Scaphandre vise à répondre à ce besoin-là. Et en fait, l'intensité carbone du mix électrique dont vous dépendez. Et donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure, on consomme des énergies primaires pour fabriquer de l'énergie finale. En fonction du type d'énergie primaire consommée, on va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Donc, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, selon les moyens de production qui existent dans le pays dans lequel vos services tournent, vous allez émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Et cette intensité carbone, en fait, vous avez au moins deux sources de données qui vous permettent de l'avoir. La première, c'est electricitymap.org, qui est une carte interactive du mix électrique existant dans chaque pays et de l'intensité carbone. C'est mis à jour quotidiennement, je crois. Il n'y a pas encore tous les pays sur cette carte, mais il y en a une bonne partie et il y en a suffisamment pour que vous soyez à peu près sûr que vous ayez à disposition les infos pour les pays dans lesquels vous avez des services IT. Et la deuxième ressource, c'est le site de RTE France. Donc RTE, c'est Réseau de transport d'électricité, qui est très très bien fait et qui vous donne le détail du mix électrique français et de l'intensité carbone du mix électrique français. C'est mis à jour heure par heure. Enfin voilà, l'appli est vraiment très très instructive. Donc a priori, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de données avec tout ça pour mesurer vos émissions de CO2. On va prendre un exemple d'utilisation. Si vous êtes familier avec les méthodes SRE, on pourrait par exemple créer un SLI, donc Service Level Indicator, pour mesurer les émissions de CO2 par requête sur une API, par exemple. Donc en fait, à gauche, c'est assez simple, on récupère la consommation d'énergie du service avec Scaphandre, on récupère avec nos outils de monitoring habituels combien j'ai eu de requêtes
sur mon API dans la même fenêtre de temps. Ça me donne un ratio de consommation d'énergie par requête. J'applique ensuite l'intensité carbone du mix électrique qui me concerne. Mettons que que mes services sont en Irlande. L'Irlande, l'intensité carbone varie souvent entre à peu près 100 grammes équivalent CO2 par kilowattheure et 400 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Mettons qu'à ce jour-là, à ce moment-là, je sois à 300 grammes, bah, j'applique ça, et à la fin, j'ai mon intensité carbone par requête. Donc voilà, c'est un exemple complètement arbitraire, mais c'est pour illustrer un peu comment on peut assembler ces données-là et à la fin avoir une métrique qui a du sens et qui nous permet d'améliorer les choses. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le cloud public. Qu'en est-il avec Scaphandre? En fait, vous le savez, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et si ce quelqu'un d'autre ne souhaite pas vous donner accès à certaines informations, bah, vous êtes coincé. En ce qui concerne Scaphandre, si vous installez Scaphandre sur une instance virtuelle EC2 sur AWS par exemple, bah, en fait, ça ne fonctionnera pas parce que vous n'aurez pas accès à RAPL, à l'interface avec le CPU dont je parlais, qui nous permet d'avoir les métriques de consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Bah, justement, dans le projet, on travaille sur ce sujet-là, mais de deux manières différentes. La première, c'est inciter les fournisseurs de cloud à remonter les métriques de consommation d'énergie à leurs clients, alors s'ils le souhaitent en utilisant Scaphandre, et on les aide, ceux qui veulent bien en discuter en tout cas, à installer Scaphandre sur leurs hyperviseurs et à remonter les métriques de conso à leurs clients, toujours dans le but de permettre cette transparence de bout en bout dont je parlais. Et d'un autre côté, on sait bien que tous les cloud providers ne vont pas adopter cette posture, en tout cas pas tout de suite, pas tous en même temps. Donc on travaille sur une fonctionnalité d'estimation de la consommation qui soit basée sur une base de connaissances des serveurs utilisés par le provider, des benchmarks de consommation d'énergie qui ont été réalisés précédemment sur ces matériels, en combinant tout ça avec les métriques système remontées par l'agent. Ça va être le gros projet de 2022, et il y a une feature request qui est ouverte sur GitHub, qui vous permet de suivre l'avancement ou d'y contribuer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'issue numéro 25 sur le dépôt, et vous aurez toutes les infos. Alors comme on est à Cloud Nord et que je viens de vous dire que Scaphandre, ça ne fonctionne pas encore sur votre IaaS préféré, je me sens un peu mal. Donc je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quelques pistes pour mesurer l'impact carbone de vos usages sur le cloud. La première piste, qui est certainement la plus intéressante, c'est le travail effectué par Benjamin Davy et ses collègues de chez TIDS. En fait, ils ont sorti un calculateur qui vous permet d'estimer les émissions de CO2 associées à votre usage EC2, AWS, en renseignant le nombre d'heures de run des machines et le type d'instance. La première bonne nouvelle là-dessus, c'est que les estimations de ce calculateur, elles intègrent une estimation de l'impact carbone scope 3 en plus du scope 2, alors qu'on a dit que c'était la partie compliquée. Et la seconde, c'est qu'ils détaillent leurs calculs et leur cheminement pour en arriver là. Vous avez tout le détail dans des posts Medium. Donc c'est pas du tout une boîte noire, c'est une méthode expliquée, transparente, qu'on peut critiquer et discuter. Donc c'est très très intéressant. La deuxième piste, c'est un logiciel open source assez sympa qui s'appelle Cloud Carbon Footprint et qui vous donne des estimations de vos émissions de CO2 sur le cloud. C'est un projet qui est initié par ThoughtWorks, qui est une boîte de conseil. Et c'est un projet très intéressant. Le seul bémol, c'est que, comme on l'a dit, enfin non, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, ça ne mesure que les émissions scope 2, contrairement à la première approche. Mais je crois qu'ils ont pour projet d'aller vers le scope 3. Et enfin, si vous êtes sur Azure, Microsoft a sorti une calculette basée sur Power BI, je crois, qui vous permet d'avoir l'estimation scope 2 et scope 3 de votre impact. Mais là, le bémol, c'est que on ne connaît rien des calculs qui sont faits en arrière-plan, et donc on ne peut pas challenger la méthode. Alors là, je m'arrête un moment. Vous avez compris que pour avoir des métriques d'impact et pour agir sur votre impact chez votre cloud provider préféré, c'est pas si simple. Je vous ai donné quelques pistes pour pouvoir le faire de manière approximative parce que, en fait, il ne faut pas attendre qu'on puisse le faire d'une manière plus précise. Il y a urgence, donc même si c'est estimatif, il faut le faire maintenant. Et je ne reviens pas sur les conséquences déjà en partie visibles du réchauffement climatique et sur le risque de ne rien faire. Tout ça, c'est très bien documenté, ça va faire mal. Mais ça reste pas simple de mesurer et, à mon sens, l'outillage il est encore très insuffisant. Donc, en fait, cet outillage,
on sait comment ça marche en informatique, il va finir par arriver, mais la question c'est sous quelle forme. Est-ce que les grandes entreprises de conseil vont truster le marché en proposant des solutions propriétaires et vont recevoir des labels faute de mieux? Est-ce que les cloud providers vont remonter leurs propres métriques mais sans donner une once d'information sur la manière dont c'est calculé, et auquel cas il faudra juste leur faire confiance et espérer que ce ne soit pas juste du greenwashing avec des chiffres revus à la baisse? Tout ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je pense, c'est que pour que la mesure d'impact sur ces sujets-là suive une trajectoire fiable et transparente, j'entends par là que les données soient vérifiables, critiquables, ainsi que les méthodes, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse collaborer, qu'on puisse comprendre. Et pour qu'on soit fier du trajet accompli par l'IT sur le sujet de l'empreinte environnementale, sur lequel tous les secteurs vont devoir travailler, en fait, c'est déjà en cours. Et enfin, qu'on atteigne réellement les objectifs climatiques, en tout cas pour l'IT, pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement, il faut qu'on fasse adopter à ce sujet la meilleure méthode d'intelligence collective et de collaboration qu'on connaisse aujourd'hui, à savoir l'open source. Il faut que les outils et les méthodes soient open source. Et si vous aussi, vous voulez justement contribuer à une belle transformation de l'IT vers des us et coutumes, des méthodes qui soient plus vertueux, et pouvoir profiter de vos prochains étés sans être brûlé au 2e degré, tout en ayant la sensation du devoir accompli, je vous invite à contribuer à Scaphandre, bien sûr, mais plus globalement à tous les outils open source sur le sujet, dont ceux que j'ai évoqués avant. Et donc, pour revenir à Scaphandre, ça c'était pourquoi contribuer, maintenant comment contribuer. Si vous souhaitez le faire, sachez que, comme pour tous les projets open source, il y a diverses manières de contribuer. Donc, vous pouvez bien sûr proposer du code, et on vous remerciera très chaudement pour ça, mais ce n'est pas le seul moyen de contribuer. Le simple fait de tester la solution, de nous faire des feedbacks pour nous aider à améliorer l'outil, bah, c'est top, surtout si vous nous faites des rapports de bugs bien écrits, c'est du pain béni. Nous aider à améliorer la documentation, c'est aussi un point super important. Communiquer sur le projet, en parler dans des articles de blog, dans des conférences, mais aussi si vous avez une âme de chef de projet, de communicant ou d'agiliste, si vous voulez nous aider à structurer le projet ou à animer la communauté, il y a énormément à faire. Donc au final, voilà, vous cantonnez pas, ne vous dites pas, par exemple, je connais pas le langage Rust ou j'ai pas l'habitude de coder. En fait, il y a énormément de manières de nous aider. Et vous pourrez nous apporter plein de choses, même si vous ne touchez pas au code. À droite, je vous ai mis les liens vers le dépôt GitHub, le guide de contribution. On a un groupe de discussion sur Gitter, et Gitter, ça a le bon goût d'être aussi relié à Matrix. Donc si vous êtes habitué au réseau de discussion de Matrix et que vous voulez rejoindre la salle de discussion avec vos outils préférés, c'est possible. Donc n'hésitez pas aussi à venir discuter directement sur ce groupe-là, parce que des fois, les échanges en direct, c'est plus efficace que les issues ou les mails. Donc vous avez vu aussi dans cette présentation que la mesure de consommation d'énergie, c'est qu'un seul des sujets à traiter pour connaître l'impact environnemental d'un service numérique ou d'un SI. Et donc pour creuser et contribuer aux autres problématiques, je vous encourage vivement à regarder ce que fait Boavista, ou même à nous rejoindre. En fait, on travaille sur de nombreux sujets. Il y a la mesure de l'impact dans le cloud, justement, le référentiel de données ouvertes d'impact des équipements que j'ai mentionné tout à l'heure, la conviction du top management pour mesurer et réduire l'impact de l'IT, etc. Il y a plein de chantiers. Et en fait, tous nos travaux, tous les résultats de tous nos travaux seront en open source ou en Creative Commons. Que ce soit la méthodologie qui est déjà disponible sur le site web, que ce soit le référentiel de données et tout ce qui viendra par la suite, c'est la philosophie du projet, tout sera ouvert sans exception. Et si vous souhaitez contribuer à améliorer les méthodes sur ce sujet très important, sans prosélytisme, c'est le groupe où il faut être, tout simplement. Je précise avant de conclure que c'est important, ce sujet-là, c'est important pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure. La clé pour bénéficier d'une mesure d'impact fiable et vérifiable, qui nous permette de tenir nos objectifs et de pousser notre métier dans la bonne direction, c'est aussi non seulement que les outils soient ouverts, mais c'est aussi que les données soient ouvertes. Les données, c'est un point très sensible. Et Boavista a une super initiative de ce point de vue. Enfin, parce qu'il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer quand on aborde ces sujets-là pour la première fois, il est aussi possible de se former. Sur le site de The Green Companion, vous trouverez des formations adaptées au métier de l'IT. Et pour terminer, vous l'aurez compris, la mesure d'impact des services numériques, c'est pas trivial. Aujourd'hui, les entreprises sont obligées de mesurer pas mal de choses manuellement. Demain, elles auront certainement accès à des outils d'automatisation et de mesure
Ce que je souhaite, c'est qu'il soit ouvert, simple à utiliser et critiquable. Et de cette manière, les métriques d'impact seront visibles et exploitables, mises à jour en continu. Scaphandre, c'est qu'une première étape pour faire de la consommation d'énergie une métrique standard parmi les autres métriques standards du monitoring. Et pour faire ça, pour que la consommation d'énergie fasse sa place dans vos outils et vos dashboards de monitoring. Mais en fait, Hublot, plus globalement, ça a pour objectif de constituer un écosystème open source d'outils et de données pour aider à la mesure et à la prise de décision sur ces sujets. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benoît. C'était super intéressant. N'hésitez pas à mettre une question dans le chat. Il n'y a pas de question, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Non, c'est chouette. Alors du coup, toi, tu as quitté ton ancien job et tu t'es lancé à l'aventure. C'est ça, c'est devenu mon nouveau job. D'accord. Non, c'est bien, il en faut. C'était bien parce que ton talk était bien dans le thème qu'on voulait aborder. Et c'est vrai que c'est des sujets qui nous font réfléchir de plus en plus. C'est cool de voir comment on peut commencer à mesurer. Finalement, c'est déjà un premier pas vers comment améliorer, quoi. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas de questions, donc je vais te laisser, je vais te libérer. Dans 3 minutes, on accueillera Colin qui va nous parler d'un... Bon, il y a quelques messages de remerciement. Merci à toi. N'oubliez pas, vous pouvez remplir le feedback aussi. Hein, j'ai mis le lien open feedback. N'hésitez pas à aller mettre un petit message pour Benoît, ça fait toujours plaisir. Dans 3 minutes, on accueille Colin qui va nous parler d'un autre sujet d'actualité. Hein, pour le moins, c'est la découverte du code source du vaccin Pfizer. Donc voilà, je pense que ça va être sympa aussi. Donc on se retrouve tout de suite dans 3 minutes.